Ce week-end, à Suzuka, Yuki Tsunoda sera le premier japonais de l'histoire de la Formule 1 à prendre le départ d'un Grand Prix de Formule 1 pour un top team. Si l'on considère que la deuxième Red Bull en fait partie, bien sûr, car jamais auparavant, un pilote nippon n'avait eu une monoplace aussi compétitive entre les mains. Et pourtant, 3 d'entre eux sont déjà parvenus à monter sur un podium, Aguri Suzuki, Takuma Sato et Kamui Kobayashi. Depuis 1950, le Japon a connu 18 pilotes de Formule 1 et 27 si l'on compte ceux qui n'ont jamais pris le départ d'un Grand Prix. Mais bon, les essais libres, ça compte pas vraiment. Le pays du soleil levant a toujours eu d'excellents pilotes de course et a d'ailleurs des catégories nationales très relevées. En Europe, on connaît particulièrement bien la Super Formula, car plusieurs ont tenté de s'y expatrier pour en faire un tremplin vers la Formule 1. C'est le cas de Pierre Gasly, par exemple, mais on pourrait aussi mentionner le Super GT. Au Japon, les pilotes de course sont adulés. En Super Formula comme en Super GT, ils sont d'ailleurs considérés comme professionnels, ce qui veut dire qu'ils sont rémunérés. Je vous invite à ce sujet à aller voir l'excellente Cool Room d'Hydro, où Loïc Duval en parle extrêmement bien. En revanche, les Japonais ont, eux, beaucoup plus de mal à s'expatrier, même si ça se fait de plus en plus, en témoignent les Tsunoda, Iwasa et autres Hirakawa. Le plus souvent, ceux qui s'exportent sont soutenus par des constructeurs japonais. Je pense par exemple à Toyota en endurance, et puis on va rappeler en Formule 1 que Tsunoda est encore aujourd'hui un pilote Honda. Cela dit, on peut dire à peu près la même chose des Américains, qui ont des catégories nationales très développées et ultra populaires, et qui n'ont par conséquent pas forcément la nécessité de s'expatrier. C'est nous, finalement, Européens, qui ne devons pas oublier que la Formule 1 est européenne. Et par conséquent, même si pour nous c'est le pinacle du sport automobile, c'est pas le rêve ultime des pilotes du monde entier. Il faut donc attendre le Grand Prix du Japon 1976 pour avoir un pilote nippon au départ d'un Grand Prix de Formule 1. Après, ils n'ont pas fait semblant, on en a eu 3 d'un coup, et l'année suivante, rebelote. En revanche, ces pilotes ne s'alignent sur aucun autre Grand Prix de la saison. Là aussi, on peut faire le parallèle avec les États-Unis, on en a déjà parlé dans plusieurs vidéos, mais dans les années 50, les 500 miles d'Indianapolis faisaient partie du championnat du monde de Formule 1, et on avait à cette occasion des pilotes qui participaient uniquement à cette manche et à aucune autre course au calendrier. Ces premières piges accompagnent l'arrivée d'un Grand Prix du Japon disputé en 1976 et 77 sur le circuit de Fuji, que vous connaissez sûrement pour ça. Mais bon, Fuji fait 2 petites saisons et puis s'en va, et nous voilà repartis pour une décennie sans Grand Prix du Japon, et donc sans pilote japonais. En 1987, le circuit de Suzuka fait son apparition au calendrier de la Formule 1, et pour la première fois, un japonais est titularisé sur une saison complète. Il s'agit de Satoru Nakajima, qui débarque chez Lotus, aux côtés d'un certain Ayrton Senna. Bon, Senna l'a bouffé, hein, vous en doutez bien, c'est bien marrant tout ça, mais ça reste Ayrton Senna. Bon, je dis ça, mais loin de moi l'idée d'être médisant, hein. Les performances de Nakajima sont en réalité assez honorables, et il a derrière lui une très bonne carrière avant la F1, sans compter le fait qu'il vient avec l'excellent moteur Honda qu'il apporte chez Lotus, et que Senna emportera lui-même chez McLaren. Satoru Nakajima participe à 74 Grands Prix de Formule 1, soit 3 saisons chez Lotus puis 2 chez Tyrrell, et signe un total de 16 points, ce qui est honorable pour l'époque, avec en prime un meilleur tour en course. Sa meilleure performance est une 4e place obtenue avec Lotus, mais au fil des saisons, il s'enlise peu à peu dans le classement. C'est alors qu'un deuxième japonais entre dans la danse. En 1990, Aguri Suzuki est titularisé par Lola. Sans être éclatante, sa première saison est solide, et à 2 courses de la fin, il dispute son premier Grand Prix à domicile. Si on dézoome quelques instants du côté japonais, vous vous souvenez de ce qui se passe à Suzuka en 1990 ? Senna is trying to go through on the inside, and it's happened immediately. This is amazing. Senna goes off at the first corner. Par cette manœuvre, Ayrton Senna a indirectement offert son premier podium au pays du soleil levant, lui qui entretient de si bonnes relations avec Honda. Parti 10e, Aguri Suzuki réalise la course parfaite et monte sur le seul et unique podium de sa carrière. Il faudra ensuite attendre 14 ans pour retrouver un japonais sur le podium d'un Grand Prix de Formule 1.
Et ce pilote s'appelle Takuma Sato. Je suis sûr que certains d'entre vous le connaîtront, c'est un excellent pilote déjà, mais qui a gagné à 2 reprises les 500 miles d'Indianapolis. Bref, c'est un japonais qui sait s'exporter. Sato est lui aussi un pilote Honda, qui commence sur une Jordan Honda, avant de rejoindre l'écurie principale du constructeur japonais, Bar Honda, où il remplace le cofondateur de l'équipe, un certain Jacques Villeneuve. Face à Jenson Button, futur champion du monde, Sato est un petit peu en retrait, mais il faut dire que ça n'est que sa 2e saison en Formule 1 et qu'il signe d'excellentes performances grâce à une voiture très compétitive qui lui permet de décrocher le premier et unique podium de sa carrière à Indianapolis en 2004. Certains vont jusqu'à qualifier le japonais de révélation de la saison, rien que ça, très rapide, notamment en qualification, mais souvent stoppé par la mécanique en course. En revanche, sa 2e saison chez Bar est bien moins bonne et elle va lui coûter sa place dans l'écurie. Sauf qu'à ce moment-là, Honda refuse de lâcher son pilote comme ça, et Sato s'en va alors écrire l'une des plus belles pages japonaises en Formule 1 au sein de la microstructure Super Aguri Honda. Super Aguri, c'est une toute petite équipe de Formule 1 qui est juste destinée à faire rouler Takuma Sato. En gros, c'est ça l'objectif, même si elle permet aussi à un certain Franck Montagny de disputer ses 6 Grands Prix en Formule 1. Le Aguri de Super Aguri vient d'Aguri Suzuki, le premier japonais sur un podium de Formule 1, reconverti en patron d'équipe. Mais quand je vous dis que cette écurie n'avait pas de moyens, c'est vraiment très grave. En 2006, ils utilisent le châssis d'une Arrows de 2002, 4 ans auparavant. Sachant qu'en 2002, Arrows était déjà la dernière écurie du plateau. Pour vous dire à quel point c'est la cata, bon, vous vous doutez bien que dans la 2e voiture, il faut mettre un pilote payant. Voilà, on a besoin de payer pour faire rouler cette écurie. Ce pilote s'appelle Yuji Ide. Être tellement nul qu'on en devient dangereux, c'est pas un mythe. Le mec a fait 4 courses et il a été banni de la Formule 1. Et c'est d'ailleurs ce qui a permis à Montagny de rouler ensuite. Et pourtant, Sato va faire des merveilles. Bon, à l'échelle de Super Aguri, hein, bien sûr, mais pour une équipe de fond de peloton, c'est vraiment des merveilles. Il y a un top 10 dès la première saison, et en 2007, lorsque Super Aguri récupère les châssis Honda de l'année précédente, Sato rentre 2 fois dans les points. Au Canada, il est même 6e à l'arrivée devant Fernando Alonso, le double champion du monde en titre, et ces points permettent à Super Aguri de pointer devant Honda au classement constructeur. L'histoire d'une microstructure à laquelle tout le monde s'attache et qui fait tellement mieux que ce qu'elle peut avec ce qu'elle a. Finalement, après un peu plus de 2 ans à lutter, les sponsors refusent de signer et le Grand Prix de Turquie 2008, 5e manche de la saison, marque la dernière course de Super Aguri et de Takuma Sato. Mais c'est trop tard, les Japonais ont déjà marqué le cœur des fans de Formule 1. À l'occasion du dernier Grand Prix de la saison 2007, le nom Nakajima revient en Formule 1. Kazuki, le fils de Satoru, débarque dans la catégorie reine. Il réalise ensuite 2 saisons complètes chez Williams, mais ça n'est pas un franc succès. À peine parti, Kazuki Nakajima est remplacé numériquement par un certain Kamui Kobayashi. Excellent dans les catégories nationales, il a ensuite plus que peiné à confirmer dans les catégories inférieures européennes, mais va bénéficier de la blessure de Timo Glock pour le remplacer chez Toyota lors des 2 dernières manches de la saison 2009. Les observateurs n'en attendent pas grand chose et pourtant il va impressionner. 2 courses solides achevées à la 10e et à la 6e place qui lui permettent de décrocher un baquet pour la saison 2010. Pas de bol, Toyota vient de se retirer et il va donc trouver refuge chez Sauber. Kamui Kobayashi est le pilote de Formule 1 japonais typique, aussi respectueux en dehors du cockpit qu'il est agressif derrière un volant. Il est extrêmement rapide, mais commet aussi pas mal d'erreurs en piste, surtout au début de sa carrière. Début 2010 particulièrement, c'est vraiment la galère. Bon déjà, les 4 premières courses, c'est 4 abandons, mais à vrai dire, il n'y est pas pour grand chose. Et puis ensuite, bon bah, il apprend quoi, comme un rookie, donc forcément, il va taper le mur des champions, mais quand la voiture progresse, il va montrer de belles choses. 5 fois dans les points en 7 courses en milieu de saison, il prend largement le dessus sur son coéquipier Pedro de la Rosa, terminant la saison à 32 points contre 6 à son coéquipier. Devenu un animateur dans le milieu de peloton, ses batailles en piste sont souvent remarquées et dans le bon sens.
Bon, il y a cet incident à Singapour où il se loupe complètement, il va taper Michael Schumacher avant de se faire remettre en place par le Baron Rouge, mais ça ne dit rien de la plus grande qualité du japonais en tant que pilote, ses dépassements. Banzai. Ah, les dive bombs, c'est pas Ricardo qui les a inventés, hein. Même en partant de très loin, Kamui Kobayashi était toujours capable de se mettre à la hauteur de son rival sur la zone de freinage. Franchement, j'ai très rarement vu ça. C'est un des meilleurs attaquants peut-être de l'histoire de la Formule 1. En tout cas, il a vraiment fait des manœuvres de dépassement complètement folles. Et le point d'orgue de cette saison 2010 étant le Grand Prix du Japon, sa course à domicile, qu'il achève à la 7ème place. En 2011, il a un nouveau coéquipier, un rookie, mais particulièrement coriace, un certain Sergio Pérez, et il parvient à le dominer, 30 points à 14 en fin de saison. Kobayashi inscrit les 2/3 des points de son équipe et porte les espoirs japonais en Formule 1. Je me demande d'ailleurs à ce stade de la vidéo si c'est pas le meilleur japonais qu'on ait jamais eu en Formule 1. Donnez-moi votre avis dans les commentaires. Je dis ça notamment parce que Pérez lui-même confiait, avant de rejoindre Red Bull, une nuance importante, que Kobayashi était le coéquipier le plus rapide qu'il n'ait jamais eu. Meilleur donc que des Hülkenberg, Ocon ou encore Jenson Button. En 2012, le Mexicain prend néanmoins le dessus et réalise quelques performances impressionnantes, mais le Japonais n'est pas à la rue non plus. En témoigne sa 5ème place à Barcelone, sa 4ème place à Hockenheim et sa première ligne à Spa. Mais c'est finalement à domicile sur le circuit de Suzuka que Kamui Kobayashi parachève son aventure en Formule 1 d'un chef-d'œuvre. Qualifié un brillant 4ème derrière Vettel, Webber et Button, il bénéficie d'une pénalité pour la McLaren pour prendre la 3ème place sur la grille, puis un excellent départ lui permet de sauter Webber. Il est finalement sur une stratégie à 2 arrêts qui ne va pas forcément l'avantager, mais avec quelques-uns de ses dépassements dont il a le secret, il remonte finalement à la 3ème place en fin de course. Résistant au retour de Button en fin de course, il signe finalement le premier et unique podium de sa carrière en Formule 1 à 26 ans, devenant le 3e japonais sur un podium et le 2e à domicile après Aguri Suzuki. La foule scande le prénom de son héros. En difficulté financière, Sauber devra néanmoins se débarrasser de son pilote fin 2012, et puis l'injustice de la F1. Alors que Pérez part chez McLaren, une top team, Kobayashi se retrouve sans baquet pour la saison 2013. Il fera un retour en 2014 avec Caterham, mais l'écurie est tellement au fond du trou que y a rien à faire. Mais néanmoins, ses résultats en GP2, où il s'était classé 2 fois 16e de la saison, ne laissait pas présager un avenir brillant en Formule 1 à Kamui Kobayashi, ni même un avenir en Formule 1 tout court, à vrai dire. Donc finalement, il aura marqué d'une certaine façon l'histoire de ce sport, avant de s'en aller remporter les 24 heures du Mans avec Toyota. En 2015, Honda fait son retour en Formule 1 en tant que motoriste. Le constructeur japonais a longtemps eu l'envie de placer un pilote nippon dans une monoplace, mais a dû attendre 2021 avant d'en avoir l'opportunité. Après l'épisode McLaren, Honda s'associe à Red Bull et donc à son écurie fille, Racing Bulls, Visa Kasha Racing Bulls. Lors du Grand Prix de Bahreïn 2021, le jeune Yuki Tsunoda est installé au volant de la voiture numéro 22 sur la grille de départ. Des débuts concluants, achevés à la 9e place à l'arrivée de la course. 3e et meilleur rookie du championnat de Formule 2 l'année précédente avec 7 podiums dont 3 victoires, il est certainement le japonais qui concentre le plus d'espoir avant son arrivée en Formule 1. Et Tsunoda ne décevra jamais sur un point, c'est un pilote rapide, très rapide. Mais alors, niveau caractère... Ce côté sale gosse a longtemps privé Tsunoda d'un baquet chez Red Bull en Formule 1 que d'autres ont eu en faisant beaucoup moins que lui. Et je dis pas du tout ça pour les dénigrer, mais juste Tsunoda a fait de belles choses, sauf que c'était un pilote très colérique et qu'on n'avait pas forcément envie d'avoir ça au sein de l'écurie Red Bull. Sans compter le fait que c'était pas un jeune pilote Red Bull, c'était bien un jeune pilote Honda. Alors il lui a fallu du temps pour apprendre, on sera tous d'accord là-dessus. Il lui a fallu quoi, 4 ans pour finalement se calmer un petit peu et gagner en régularité, mais il a fini par se muer en véritable leader d'écurie.
Après le départ de Pierre Gasly, il a quand même fusillé Nyck De Vries, enterré Daniel Ricciardo et tenu en liesse Liam Lawson. Pas si mal. Dans la preview de la saison 2025 de Formule 1, je vous disais que Tsunoda était peut-être le pilote le plus menacé pour la saison 2026. Car rappelons-le, c'est un pilote Honda, et Honda va quitter Red Bull à la fin de la saison pour passer chez Aston Martin. Et ouais, on sait que c'est bouché là-bas. Alors sa promotion chez Red Bull, à partir du Grand Prix du Japon, est sans aucun doute la meilleure chose qui pouvait lui arriver. Sans déconner, hein, vous allez me dire, mais c'est vrai que pour des Lawson, Gasly ou Albon, ça a souvent été un cadeau empoisonné. Là pour moi, c'est différent. Car Tsunoda n'a plus rien à perdre en F1, et s'il ne performe pas, tout le monde s'accordera pour dire que c'est la faute de la voiture. Red Bull n'a aujourd'hui d'autre choix que de lui donner une saison complète au moment où on pensait que c'était fini. Quand ils ont pris Lawson, quelles que soient les raisons, ça paraissait mort pour Tsunoda. Et résultat, aujourd'hui, non seulement Tsunoda a besoin de Red Bull, mais surtout Red Bull a besoin du japonais. On ne s'en rend pas forcément compte, mais à Monaco, Yuki Tsunoda participera à son 95e Grand Prix de Formule 1, ce qui fera de lui le japonais le plus capé dans la catégorie reine. Et assurément l'un des plus performants. Ce qui lui vaut aujourd'hui d'avoir le baquet le plus performant jamais proposé à un pilote nippon. Le meilleur ou le pire? S'il performe, Tsunoda sera sans aucun doute au cœur du débat du meilleur japonais en Formule 1. Il y en a déjà eu 3 sur le podium, il est en passe de devenir le 4e, en tout cas il a les moyens de le devenir. Mais j'ai envie de pousser la question encore un petit peu plus loin. Est-ce qu'il sera, selon vous, le premier japonais vainqueur en Formule 1?